Sécurité alimentaire, chaîne de valeur agricole et adaptation climatique. Silaith Tebseni, qui est CEO de Herbiotech. Marhaba bik, Silaith. Si Mokhtar Bemejiji, qui est directeur technique de la pépinière Mabrouka. Mathieu Brun, qui est certainement connecté avec nous à distance, qui est directeur scientifique de la Fondation Farm et docteur en sciences politiques, et M. Amor Bouzaoueda, directeur général de l'API. Madame Mané Ruiz, qui est le DGA de l'API et qui rehausse par sa présence donc ce panel. Voilà. Si Mokhtar Bemejiji, je commence avec vous. Alors le changement climatique aujourd'hui, le changement climatique est en train de redessiner la carte agricole entre, bien évidemment, donc, la carte agricole tunisienne. Quelles espèces ou cultures sont aujourd'hui les mieux positionnées pour accompagner cette transition, cette recomposition, si j'ose dire, et qu'elles risquent de disparaître du paysage? Question choc pour bien démarrer ce panel. On est, dans l'agriculture, c'est pas de constater, mais de vivre ces changements climatiques. Et je peux vous assurer que ces dernières 25 années, on a vu tout le paysage changer, toute la carte agricole changer. Et là, c'est pas par des données statistiques, mais on le vit. Je donne un exemple, c'est-à-dire 25 ans avant, dans la région de Morneg, qui est réputée pour la culture de pêcher, 80% de la superficie de pêcher et de la production, elle est localisée côté Morneg. Et bien maintenant, il n'y en a plus. On voit la disparition de plusieurs variétés, et je parle de variétés, on a encore du pêcher, mais de plusieurs variétés qui ne peuvent plus produire dans cette région. Et donc, ce qu'on voit ça c'est la même chose dans les zones côtières, la même chose au sud, la même chose. On est en train de voir une vraie migration des espèces et des variétés qu'avant on cultivait dans le sud et dans les zones côtières vers le continental, vers l'intérieur. Et là, je vais parler surtout, le rétrécissement des besoins en froid. On n'a plus de froid. Les changements climatiques, pour la plante, c'est le froid. Donc, si on n'a plus de froid, c'est-à-dire on va voir la disparition de plusieurs espèces et de plusieurs variétés. Je veux citer surtout, et je l'ai dit, indiqué. Avant, les âgés comme moi, on sait que la zone de Sfax Sidi Bouzid, c'est le pistachier. Eh bien, il est plus possible maintenant de planter du pistachier dans ces zones-là. D'ailleurs, je rebondis, c'est valable, je l'ai découvert la dernière fois, c'est valable, et c'était avec vous, il me semble, c'est valable pour les oliviers. On plante au nord de la Tunisie les oliviers qu'on plantait il y a 40 ans à Sfax, par exemple. Oui, et la migration de variétés du sud tunisien vers le nord. Voilà. Ça, c'est heureusement, on a un pays où il y a tous les étages climatiques, mais on est en train de voir et de constater la migration des espèces et des variétés du sud vers le nord. Et ça, c'est une adaptation. Mais là, c'est vrai pour les espèces fruitières, les espèces rentables. Et là, on le voit. Mais ce qu'on ne voit pas, nous, parce qu'il n'y a pas un intérêt économique, c'est les espèces spontanées qu'on est en train de voir disparaître. Et malheureusement, personne n'en parle, parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique derrière. Nous, on s'adapte, on cherche les variétés qui s'adaptent le plus, on cherche les nouveautés, on cherche les variétés qui ont un faible besoin en froid. On s'est adapté à Morneg, on a introduit des variétés qui ont un besoin en froid très faible. Mais pour les espèces, autres espèces qui n'ont aucun intérêt économique, les espèces forestières, les mauvaises herbes, et avec ça, imaginez que les animaux qui vivent avec, soit ils vont migrer, soit ils vont disparaître. Tout à fait. Alors, ce premier axe, vraiment, je vais vous faire intervenir plutôt vous, c'est Mortal, c'est Leif, et c'est vraiment l'axe du diagnostic et de démontrer un petit peu, dans le temps qui nous est alloué, bien évidemment, que notre agriculture est, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, sous pression. Et vous me tendez une perche pour enchaîner avec Sileith Tlemceni. La main-d'œuvre. Parlons un petit peu main-d'œuvre également. La main-d'œuvre agricole se raréfie entre exode rural, parce que il y a aussi un exode aussi humain qui est en train de s'opérer, et bien évidemment les départs à l'étranger. Alors,
où en sommes-nous aujourd'hui concrètement dans l'adoption et la mécanisation de l'agriculture de précision, vous qui travaillez sur ces questions, et quels sont les freins qui restent à franchir, ou alors tout simplement les freins à franchir, hein. Si ça se trouve, il y en a encore beaucoup. Oui, merci beaucoup et très honoré d'être parmi vous. Effectivement, il faut qu'on tienne compte absolument de ce problème de main-d'œuvre. Bien sûr, il y a les changements climatiques. On prend l'exemple, par exemple, de la récolte d'oliviers. On le voit très, très clairement qu'elle est en train de se prolonger dans le temps. Je me rappelle, 10 ans en arrière, l'essentiel de la récolte se faisait pendant les vacances scolaires parce qu'il y avait les étudiants, les lycéens, etc., qui aidaient beaucoup. Maintenant, je me rappelle, au mois de mars, je partais de Silienne, j'ai laissé derrière moi des terrains qui étaient en train d'être récoltés pour arriver à Kerouan pour trouver des arbres en fleurs. Ça veut dire qu'on est déjà en retard dans le nord, je pense. Et du coup, je pense qu'on doit absolument tenir compte de la rareté de la main-d'œuvre qui va devenir un problème, qui va devenir de plus en plus un problème très important. Maintenant, on voit que la récolte des olives, par exemple, est en train de compéter avec d'autres récoltes, comme les agrumes, par exemple. Donc la main-d'œuvre devient très chère et ça impacte énormément le prix, hein, et c'est très important. Après, comment on pourra s'adapter à ça? Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie de continuer à planter les variétés locales, Chetui, Chemleli, etc., qui sont les meilleurs en termes de qualité, que personne ne nie ça, mais comment on va pouvoir les récolter dans les années à venir? Dans le nord, la variété Chetui, elle est généralement plantée dans des endroits un peu accessibles. L'arbre est grand, très hétérogène, des cultures pas toujours rectilignes, donc la mécanisation est très difficile. Quand je parle de mécanisation, une seule machine, comme dans l'intensif et le super intensif. Peut-être que l'intensif et le super intensif, c'est la solution, malgré ou en dépit de tous les problèmes. On a vu ça en Espagne, par exemple. On le voit en Portugal. Il y a plus de récolte. Personne ne récolte plus les arbres ancestraux, les variétés locales. Et tout le monde est en train d'investir dans l'intensif et le super intensif. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est la solution. Après, il faut qu'on s'adapte aussi. Est-ce qu'on a assez d'eau? Et donc, tout ça, il faut absolument qu'on réfléchisse à tout cela, à la mécanisation. Pour les cultures maraîchères, je pense que ça reste quand même un peu plus facile que l'arbo, la mécanisation. Généralement, la récolte ne pose pas de problème. C'est plutôt peut-être le désherbage qui pose problème, qu'on fait essentiellement maintenant, surtout dans les petites productions et surtout dans le bio avec de la main-d'œuvre. Pour ce faire, il faut vraiment qu'on adapte nos cultures à la mécanisation. On ne va pas réinventer la roue, tout existe déjà, on doit juste le ramener en Tunisie et l'adapter. Il faut réussir ce transfert technologique et je pense que tout doit commencer à partir des universités. C'est dans la formation qu'on doit introduire dans la tête des étudiants que ce volet-là, le volet de la mécanisation, est important. Et quand on parle de mécanisation, on parle bien évidemment de robotisation, de l'appui que pourrait donner l'IA, le deep learning à ce type d'agriculture précise qui pourrait vraiment être pour la Tunisie un levier pour sauver peut-être l'agriculture et travailler sur des produits niches comme les produits bio, on en parlera par la suite, qui pourront représenter très très bien la Tunisie. Alors, vous faites improviser une autre question. Alors, quels sont les secteurs dans l'agriculture, enfin les cultures au sein de l'agriculture, dans lesquels il y a un potentiel agricole bien évidemment, et de mécanisation, sans pour autant avoir des effets négatifs, et là où il y a vraiment pas mal d'opportunités, et donc on pourrait en faire 2-3 priorités pour notre agriculture nationale. On sait qu'il y a pas mal d'investisseurs, pas mal de personnes qui s'intéressent à ce secteur, donc là où il y a une forte mécanisation possible, et en même temps sans avoir un effet négatif et une rentabilité intéressante. Si vous pouviez en citer 1 ou 2, allez, pas 3. Moi, je pense qu'il faut capitaliser déjà sur l'huile d'olive. Je pense qu'il faut travailler sur les variétés. Pourquoi? Il faut peut-être penser out of the box. Pourquoi on n'adapte pas les variétés locales à l'intensif et au super intensif, par exemple? Moi, je me rappelle, j'étais une fois en Bavière, j'ai visité un institut de recherche et développement qui était en train de travailler sur des variétés de pommes en 2 dimensions.
c'est-à-dire c'est des pommes qui poussent comme des murs pour pouvoir faire passer des robots à droite et à gauche pour les cueillir. Je pense qu'il faut trouver une solution pour l'huile d'olive, pour l'olive, pour qu'on ne soit pas rattrapé justement par ces problèmes-là. Après, je pense qu'il faut diversifier notre production. 99% de notre production bio, par exemple, c'est de l'huile d'olive et des dattes. Il y a les plantes aromatiques et médicinales, il y a le maraîcher, il y a énormément de cultures industrielles sur lesquelles la Tunisie pourrait avoir des atouts très importants. On a un atout dans le bio. J'essaie de défendre le bio parce qu'on a un climat sec, surtout dans le centre et dans le sud de la Tunisie. Donc, on a beaucoup moins de problèmes de pression de ravageurs, d'insectes, de problèmes microbiologiques. Et c'est pour ça, en fait, que l'huile d'olive bio, que la Tunisie est le premier producteur et exportateur d'huile d'olive bio en Tunisie. Et donc, je pense qu'on doit utiliser ce capital pour diversifier et tester d'autres cultures. J'étais en train de discuter avec Simortar, pourquoi pas produire du romarin dans le sud? Pourquoi ne pas produire de la menthe dans le sud? Ce sont des cultures qui sont très industrialisables et qui peuvent donner, qui ont une très grande valeur ajoutée. Après, il faut que ça soit lié au marché. Il faut bien évidemment, en fait, le problème d'aller dans le sud, par exemple, pour faire ça, parce qu'on a essayé de le faire, c'est l'infrastructure, c'est le manque d'infrastructure. C'est très difficile de recruter des gens et de les maintenir et développer sur la base du capital humain. Très bien. Alors, on va revenir vers vous, Simortar, sur cette partie transition, comment accompagner, structurer, financer. Et ma première question dans cette séquence va s'adresser à vous. Alors, au-delà du choix des espèces, nos agriculteurs, est-ce qu'ils sont aujourd'hui assez bien accompagnés, suffisamment accompagnés et, bien évidemment, en conseil, en formation, en accès aux semences adaptées pour pouvoir opérer cette transition escomptée qu'on recherche tous au niveau des variétés et dans des délais cohérents. Voilà. Bon, je veux dire que partiellement, l'essentiel, c'est on est conscient de la problématique. Ça, c'est sûr. Les centres de recherche et les universités, ils sont conscients de ces changements climatiques et ils ont commencé à travailler. Mais il y a des domaines, comme les céréales, par exemple, on est en train de chercher des variétés à cycle court et plus productifs pour tout ce qui est arbo. Tout ce qui est arbo, heureusement aussi, on a un patrimoine génétique très diversifié en Tunisie et on a pu puiser dans cette réserve pour voir les adaptations. Et on a travaillé beaucoup sur les stress hydriques et les stress salins. Donc, si je vous dis que maintenant, la carte agricole, le semi-aride n'est plus semi-aride. Le semi-aride, il est devenu aride. Si on voit l'évolution de la pluviométrie moyenne par rapport aux différentes zones de la Tunisie, ils ont changé énormément depuis 30 ans. Donc, cette adaptation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une migration des espèces vers le nord, des variétés, mais aussi, il y a beaucoup de travail d'adaptation aussi. C'est la recherche qui le fait. Je dis que l'agriculteur aujourd'hui, vu qu'il cherche la rentabilité, lui-même, il est conscient du problème et il est en train d'essayer et de voir sur le terrain l'adaptation de ce qu'il choisit. Donc là, il n'y a pas de problème, comme j'ai dit. Il y a toujours cette évolution, soit de la recherche obligatoirement, soit par l'introduction de nouvelles variétés et nouvelles espèces de l'extérieur. Mais ce que nous, on a de la chance, c'est qu'on est dans le sud aussi. Et c'est un problème vrai, mais là, on a beaucoup de chance de voir des solutions plus pratiques. Mais ce qu'on voit maintenant, et ça le problème, c'est que ces changements, ils sont visibles, ils sont viables à une seule génération. Et ça, c'est le problème, c'est l'évolution de la recherche, l'évolution de cette adaptation qui est moins rapide. Au début, on a su, c'est-à-dire aller avec cette vitesse, mais je ne sais pas demain, est-ce qu'on aura plus de solutions pour l'agriculteur. Et le problème il est plus grave, il n'est pas assez grave pour l'agriculture rentable, mais pour l'environnement, ça, et il n'y a personne qui s'en occupe, c'est-à-dire les espèces spontanées. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, c'est l'État.
parce que personne ne peut faire ça. Ouais. Et ce serait ça le problème. Je vais dire, il y a une étude qui est faite à l'INET, et si on voit en 2050 l'évolution du climat, des besoins en froid, on va se retrouver qui peuvent, où on peut cultiver des espèces arboricoles qui demandent un minimum de froid de 300 à 400 heures de froid, on serait limité sur un demi-cercle où le centre, c'est Gasserine, et 100 km en haut et 100 km en bas, c'est-à-dire nord de Gafsa, et c'est un demi-cercle vers la frontière algérienne et le sud du Kef. Et là, ça vraiment, avec une main-d'œuvre qu'on ne sait pas, elle est déjà délocalisée. Comment faire revenir cette main-d'œuvre là-bas? Parce que la majorité des espèces, on peut les cultiver que dans cette région. Comment faire revenir cette main-d'œuvre? Comment inciter les gens à y aller, à y investir? Et puis, ça suppose qu'il y a des ressources en eau là-bas aussi. Hein. Donc, c'est vraiment un grand défi. Merci. Alors, je me tourne vers vous, cher Mathieu Brun, côté d'écran, et un plaisir de vous retrouver. J'aurais une ou peut-être même deux questions pour vous. Alors, ma première question, c'est que vous avez mené pas mal de voyages d'études dans plusieurs pays de l'espace méditerranéen. Quelle pratique ou modèle d'organisation que vous avez pu observer, de modèle collectif bien évidemment, qui pourrait directement inspirer les agriculteurs tunisiens et l'agriculture tunisienne? J'espère que vous m'entendez bien. Pas encore. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alors, mon micro est activé. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Wassim, pour cette question et pardon de ne pas être avec vous aujourd'hui, je le regrette. Euh, En fait, on a effectivement organisé plusieurs échanges entre agriculteurs de toute la Méditerranée. Et ce qui ressort de ces échanges, c'est une idée assez simple et qui va aller dans le sens de ce qu'ont dit Si Mokhtar et Silay juste avant, hein, face au changement climatique. Aucun agriculteur ne peut s'adapter seul. L'adaptation, elle ne se diffuse pas qu'avec des technologies. Les expériences qu'on observe et qu'on voit aussi en Tunisie, c'est que l'adaptation, elle est efficace quand elle est portée par des collectifs, hein, des coopératives, des groupes d'agriculteurs, des centres de conseil, mais aussi des filières qui sont capables de mutualiser l'apprentissage, mutualiser le matériel aussi, les données et l'accès au marché. Je retiens trois enseignements clés pour pas être trop long et qui vont dans le sens de ce qu'ont dit Leïs et Mokhtar juste avant. C'est le premier modèle qui existe déjà en Tunisie et qui est porté par des organisations agricoles ou de la société civile sont des collectifs d'apprentissage territoriaux, notamment autour de l'agriculture de conservation des sols, qui visent vraiment à régénérer les sols qui sont dégradés et en maintenant une production agricole régulière avec plein de techniques. Et ça plaide en fait pour qu'il y ait des plateformes d'adaptation qui soient au niveau des territoires, qui sont en plus en train de changer, à l'échelle des bassins de production et qui associent agriculteurs, conseils, recherche et financeurs. Le deuxième enseignement, c'est la mutualisation des moyens. Et on a parlé de la question de la mécanisation, aussi du rôle des machines et des outils. Nos échanges ont montré vraiment l'intérêt d'avoir des groupements capables de partager des équipements qui sont coûteux, hein, comme les semoirs, certaines solutions d'irrigation, les stations météo aussi, hein, très importantes pour l'aide à la décision. Et cette mutualisation, elle réduit le coût d'entrée de l'adaptation. Le troisième engagement, c'est que l'organisation collective, et peut-être qu'on en parlera avec vos invités, c'est qu'elle doit aller au-delà de la production pour intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur. Changer de culture, comme vous le disiez juste avant, faire du romarin, prendre d'autres variétés d'oliviers en intensif ou en super intensif, eh bien, ça veut dire qu'il faut sécuriser des débouchés et que ça passe par, bien sûr, transformer et aussi contractualiser. Et on voit bien comment est-ce que des unités de production qui s'installent près des producteurs et qui contractualisent, qui passent des contrats sur le long terme, c'est un facteur clé pour donner confiance aux producteurs et déclencher l'investissement. Donc ça signifie voilà, des priorités autour de financer cette animation des collectifs, de coordonner, de créer de la confiance et articuler beaucoup plus, comme le disait tout à l'heure l'intervenant précédent,
articuler les organisations avec la recherche, avec les services météo, avec les conseillers et les institutions financières. Je vais profiter comme ça après. Bon, je ne vais pas forcément vous libérer, mais ça sera pratiquement ma dernière question à vous. Alors, le financement de l'adaptation climatique, ça reste un angle mort pour beaucoup d'agriculteurs en Méditerranée et on a eu l'occasion d'en parler en off. Et puis, il y a vraiment eu une excellente étude sur laquelle vous êtes en train de travailler. Je ne sais pas si d'autres personnes présentes ici pourront y contribuer, mais ça, ils sauront comment vous contacter via LinkedIn ou autre. Alors, quels mécanismes publics, privés ou hybrides aujourd'hui vous semblent les plus opérationnels pour débloquer réellement ce chantier, voilà, qui est celui du financement? Merci, merci Wassim. Et puis je crois que la table ronde juste avant la nôtre a aussi permis de mettre le doigt sur ces questions de financement pour l'activité économique en général. Je crois d'abord qu'il faut être lucide en Méditerranée et en particulier en Tunisie. Le financement de l'adaptation ne se débloquera pas avec un seul instrument miracle, hein. Il n'y a pas de baguette magique. Par contre, il y a 4 verrous qui restent encore aujourd'hui, qui freinent le financement de l'adaptation au changement climatique. Ces 4 verrous, d'abord, c'est des garanties, des maturités de prêts qui sont inadaptées aux investissements de long terme que requiert l'adaptation. Un sujet autour de la donnée climatique et agronomique qui soit fiable, à la fois pour le conseiller bancaire et pour l'agriculteur. Je crois aussi un enjeu, et peut-être que vous nous en donnerez des informations plus précises sur le cas de la Tunisie, mais une forme de méfiance envers l'assurance agricole, qui pourtant est un levier extrêmement intéressant, et puis une exclusion persistante, une exclusion financière persistante de certaines exploitations. C'est pour ça que les mécanismes, et je vous remercie pour cette question, les plus prometteurs, c'est pas des outils isolés, c'est une architecture hybride qui combine à la fois argent public, soutien public, crédit privé, assurance, garantie bien sûr, et puis accompagnement technique. Et avec tout ce qui a été dit aussi comme solution auparavant, le rôle de la tech et de l'innovation vont permettre d'accélérer ça. Ce qui me paraît vraiment le plus opérationnel, c'est le partage public du risque. Les banques, aujourd'hui, elles hésitent à financer des investissements comme l'irrigation efficiente, l'arboriculture, l'agroforesterie ou les équipements anti-aléas parce que les retours sont longs et puis le risque reste élevé. Il faut donc des fonds de garantie, des bonifications de taux et des subventions ciblées sur les investissements d'adaptation. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas vraiment l'accès au crédit, mais c'est la construction d'un écosystème de confiance entre producteurs, entre conseillers, assureurs, banques et pouvoirs publics. Le deuxième mécanisme, et vous en parliez, c'est le financement hybride, blended finance. Les expériences qu'on a discutées dans le cadre de notre projet sur l'adaptation au changement climatique en Méditerranée sont assez intéressantes et qui combinent crédit, subvention, assurance et accompagnement technique. On a eu le cas de collègues tunisiens en microfinance ou celui du Crédit agricole du Maroc, qui a présenté des investissements, des crédits d'investissement qui vont jusqu'à 12 ans avec une prime de 10% et un accompagnement technique assuré par des gens qui suivent ces sujets. Puis le troisième mécanisme, c'est l'articulation entre microfinance, banques et assureurs. La microfinance, et on a de beaux exemples en Tunisie d'institutions de microfinance autour de l'agriculture. Elle joue un rôle important d'inclusion, notamment pour les exploitants qui n'ont pas les garanties demandées par les banques classiques, mais elle reste souvent limitée aux petits montants et à du court terme. Il faut donc des produits couplés et une meilleure coordination entre ces institutions, ces banques et ces assurances. Et puis bien sûr, je le répète parce que ça a été déjà dit dans la dernière table ronde, mais l'investissement dans la donnée, dans les outils de décision, c'est absolument essentiel. Des outils de scoring, des référents technico-économiques, c'est vraiment très important. Et puis peut-être juste un levier qui me semble important mais qu'on oublie, et c'est décisif pour la souveraineté alimentaire, c'est financer les collectifs plutôt que seulement les individus. Coopératives, associations d'irrigants, groupements de producteurs, organisations de filières, tout cela, ils réduisent les coûts de transaction, ils améliorent la qualité des projets, ils mutualisent les risques et ils rendent les investissements aussi plus bancables. L'adaptation, elle progresse plus vite quand elle s'appuie sur des collectifs solides, sur des chaînes de valeur agricoles.
L'adaptation, c'est pas un coût supplémentaire, et je m'arrêterai là, mais il faut le voir comme une condition de la productivité future et de la souveraineté alimentaire. Merci, cher Mathieu Brun. Alors, je passe à la dernière séquence. Je sais que c'est une petite course contre la montre, mais ce n'est pas une raison non plus de causer du tort à ce panel. Alors, la dernière séquence, c'est autour de la compétitivité, valeur ajoutée, les filières et le rôle institutionnel. Et je vais reprendre avec vous pour cette séquence, Silaïth. Le bio tunisien a un potentiel export indéniable. Ça, vous le connaissez mieux que quiconque. Mais il peine quand même aujourd'hui à s'imposer comme une filière stratégique structurée. Qu'est-ce qui manque pour pouvoir transformer ce qui est encore une niche, peut-être, depuis un moment ça aurait dû ne pas l'être, en véritable levier de compétitivité nationale et un vrai atout pour la Tunisie. On a même une direction au ministère qui est consacrée, on a vu les chiffres sont très importants, mais beaucoup reste à faire. Alors, quelles sont les pistes selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire, vous qui êtes l'homme du terrain? Exactement. Il faut savoir que la Tunisie est un pays très avancé dans le bio. Et ça, c'est grâce à un travail qui a été fait par la Direction générale de l'agriculture biologique depuis 20 ans. Et pour vous montrer à quel point on est avancé, le certificat bio tunisien, il y a, je pense, 2 ou 3 autres pays comme nous, est équivalent au certificat européen. Il n'est pas reconnu simplement, mais il est équivalent. C'est-à-dire importer du bio de Tunisie pour un acheteur européen, c'est comme s'il l'achète de l'intérieur de l'Union européenne. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que derrière, il y a un capital confiance important. Le deuxième atout aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le climat sec. Plus c'est sec, il n'y a pas d'humidité, moins de risque de ravageurs, mieux c'est pour le bio. Parce que dans le bio, comme vous le savez, on ne peut pas utiliser des pesticides et des produits chimiques. Et donc, je pense que le problème, par contre, c'est que, il y a peu de diversification. Comme je vous ai dit, 99%, voire plus, de nos produits bio, c'est de l'huile d'olive et des dattes. Les dattes, je pense, c'est autour de 10%, le reste, c'est de l'huile d'olive. Et ça, je pense que ça crée un déséquilibre très important, spécialement par rapport à l'image que donne la Tunisie, qui est très reconnue comme un pays producteur de bio, mais c'est uniquement grâce à ces deux produits qui, pour moi, ne nécessitent pas forcément des pratiques biologiques très poussées et un savoir-faire biologique très poussé, parce qu'elles poussent dans des conditions qui les rendent qui ne nécessitent pas d'être traitées. C'est pour ça que c'est du bio, un peu plus compliqué pour le palmier. Le deuxième problème, c'est que le marché local est très peu diversifié, est très peu développé. Il n'y a pas de marché local bio en Tunisie, malheureusement. Et ça, c'est peut-être aussi lié au fait qu'il n'y a pas de diversification, on ne peut pas acheter, on n'a pas d'œufs bio. La certification même ne couvre pas les produits animaliers, peut-être ça commence un peu à changer, on n'a pas de viande bio. Et donc il faut commencer par développer le marché local pour pouvoir se montrer sur l'international. On se montre bien avec les produits qu'on maîtrise, l'huile d'olive et les dattes, mais avec les autres produits, on est complètement inexistant. Et on parle d'un marché qui croît à 2 chiffres depuis plusieurs années, tous les ans, le marché du bio mondial, international. Et donc les opportunités sont là. Il faut absolument qu'on diversifie, je le redis, mais il faut aussi qu'on comprenne qu'il n'y aura jamais un développement de l'agriculture biologique sans penser à la mécanisation, à l'innovation, à l'agriculture intelligente. Parce que qui dit agriculture intelligente dit désherbage physique, par exemple, où on n'utilise pas des produits chimiques. Et donc, c'est ce que permet ces robots, ces machines qui utilisent le laser, par exemple, pour traiter les mauvaises herbes, les robots qui utilisent de l'UV pour justement traiter les champignons et les moisissures. Et tout ça va dans le sens du bio. Je pense qu'en Tunisie, on doit absolument aller dans ce sens, dans la formation universitaire axée en grande partie sur l'agriculture intelligente. Et je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a un lien qui devient... ce sont 2 choses qui sont complètement non dissociables dans l'avenir. L'innovation
et l'agriculture biologique. Et c'est très important aussi de comprendre et de toujours mettre en tête que le bio va toujours être une niche pour la Tunisie. C'est un secteur qui a de la valeur ajoutée, et il faut absolument qu'on comprenne qu'on doit se diversifier, qu'on doit se différencier des autres nations qui poussent maintenant très très fort sur le bio, comme l'Afrique du Sud, comme la Nouvelle-Zélande, qui ont mis des politiques très intéressantes justement pour promouvoir le bio. Il faut aussi qu'on comprenne que les nations les plus grandes en termes de production agricole, comme l'Égypte, comme l'Inde, comme la Chine, ne peuvent pas aller justement dans le sens du développement du secteur bio pour des raisons démographiques très évidentes. Et le dernier point, justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, il faut qu'on s'organise en coopérative. Il faut qu'on structure une filière d'une façon très, très claire. Je donne toujours des exemples. J'ai déjà vu une production de thym, c'est une plante aromatique, de 3000 hectares, où il y a des agriculteurs qui gèrent juste la partie agricole, il y a une société au milieu qui gère le parc mécanique, il y a des sociétés qui font la transformation, il y a des exportateurs. Et c'est le modèle qu'on doit absolument mettre en place. Merci pour ces pistes-là. Merci Silaith. Alors je me tourne vers vous et je clôture avec vous, Madame Meneruiz, DGA de l'API, je le rappelle. Alors quel rôle l'API, je vous ai gardé à la fin, c'est pas juste pour vous garder à la fin, mais parce que je pense que sur les grands axes de ce panel, c'est sur celui-ci que vous avez plus de valeur ajoutée. Alors quel rôle vous pouvez jouer concrètement dans la modernisation aujourd'hui et la montée en valeur des chaînes agricoles pour le secteur agroalimentaire? Voilà, c'est ma deuxième question, je vais vous les poser en même temps. Comment ce secteur peut-il renforcer son adaptation climatique tout en préservant, voire en renforçant sa compétitivité? Voilà, donc une première partie sur la modernisation, la montée en valeur, et la deuxième sur l'aspect compétitivité, à chaque fois bien évidemment de cette industrie agroalimentaire de transformation. Justement. Donc, pour faire face à cet enjeu justement stratégique de modernisation des chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires, donc la digitalisation, l'intégration de nouvelles technologies, donc sont devenus des leviers incontournables pour améliorer la productivité et renforcer donc la valeur ajoutée locale et accroître notre résilience. Donc, en tant qu'institution d'appui à l'investissement et à l'innovation, donc l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation joue un rôle catalyseur en fait à plusieurs niveaux dans ce volet. Nous travaillons sur le fait de faire de l'innovation un moteur de transition agricole, notamment à travers le soutien donc, et la promotion de l'agritech et l'émergence de solutions technologiques donc à forte valeur ajoutée, adaptées à notre culture, donc à notre plutôt contexte et à notre agriculture. Donc nous avons travaillé dernièrement, par exemple, sur un projet qui s'appelle Transdairy et qui a travaillé sur la modernisation de la chaîne de valeur laitière à travers justement l'introduction d'éthique. Et grâce à ce programme, donc en fait, nous avons travaillé sur le développement de solutions innovantes en matière, par exemple, de prédiction de santé animale, de contrôle qualité des produits laitiers, et nous avons joué le rôle donc de fédérateur et nous avons facilité le transfert de technologies donc entre la recherche et les startups d'un côté et les différents maillons de la chaîne de valeur laitière d'un autre côté, donc éleveurs, collecteurs de lait, industrie de transformation et même la chaîne logistique. Donc grâce à ce transfert technologique, nous avons participé à la modernisation et à la montée en gamme de cette chaîne de valeur. Pour l'industrie agroalimentaire et l'industrie de transformation agricole en général, donc nous soutenons également donc tout ce qui est innovation et nous travaillons sur une initiative nationale donc vers une industrie 4.0 en Tunisie. Nous avons mis en place un hub industrie 4.0 qui permettra justement le développement et la montée en gamme et l'amélioration de la compétitivité des entreprises, entre autres donc agroalimentaires et de transformation agricole, à travers donc la digitalisation de leurs process, l'intégration de nouvelles technologies.
et la migration vers une industrie 4.0. Nous avons également travaillé sur un label tunisien en fait qui s'appelle TuniWealth. Bon, ce label n'a pas encore vu le jour, en fait, il est encore en développement. Donc, ce label, il vise à valoriser les produits tunisiens, donc notamment agroalimentaires et autres, sur des critères tels que la qualité, l'innovation, la responsabilité sociale et environnementale. Donc, il constituera un outil puissant de montée en gamme et de différenciation sur les marchés d'exportation. En termes d'adaptation climatique, donc justement, je retourne toujours donc aux innovations technologiques et aux solutions donc technologiques qui permettent justement donc de faire face au changement climatique. Nous travaillons par exemple sur un projet qui s'appelle Think Green et qui vise à donc accompagner les porteurs d'idées de projets en relation avec l'économie circulaire et la rationalisation de l'utilisation des ressources naturelles. Donc, à travers ce programme, nous formons, nous accompagnons ces porteurs de projets et nous les aidons à trouver les financements nécessaires pour développer leurs solutions et pour leur mise sur le marché. Nous travaillons également sur l'initiative donc du crowdfunding qui peut être une solution donc pour le financement de l'investissement donc pouvant faire face au changement climatique. Donc ce financement participatif, il permettra de mobiliser donc citoyens, diaspora et investisseurs donc autour de ces projets donc en liaison avec le développement durable, l'économie d'énergie et la réduction de l'impact des changements climatiques. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Annelle Ruiz. Je discutais avec les organisateurs. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir on ne va pas avoir une session de Q&A. On a utilisé notre temps. Par contre, je vais très très rapidement vous donner la parole pour quelques takeaways si vous avez quelque chose à ajouter. Je sais qu'on vous a encore pour quelques minutes, Monsieur Brun. On peut commencer par vous peut-être. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste s'il y a une idée qui vous a inspiré, quelque chose sur laquelle vous voulez rebondir. Voilà. Non, vous savez, quand on me propose la parole, je la prends avec plaisir. Merci beaucoup. Non, peut-être juste insister sur un élément important et que je voudrais appuyer ici, c'est l'aspect méditerranéen et le besoin de coopération méditerranéenne sur ces sujets. Quand le collègue a parlé de cette migration des géographies, des biogéographies, quand on voit l'olivier qui monte, la zone de culture du blé, de la vigne, des fruits, en fait, on a une vision méditerranéenne de ces enjeux, avec des possibilités de partager entre agriculteurs, entre acteurs des filières. Et donc, j'appelle tous celles et ceux qui sont intéressés par cette communauté méditerranéenne à m'écrire, à nous rejoindre, parce qu'on va continuer à organiser. On en a un prochain en Italie, dans le sud de l'Italie, ces échanges entre agriculteurs pour partager des pratiques, pour partager des innovations et toujours travailler ensemble sur le volet de l'adaptation. C'est plus un appel qu'une conclusion, et encore merci pour votre invitation. Je veux ajouter quelque chose. Devant ces changements climatiques, on est devant deux défis. Les opportunités pour l'investisseur et la sécurité alimentaire. Et là, ce n'est pas obligatoire qu'ils convergent ensemble. Donc là, c'est le rôle de l'État, là, c'est le rôle de la carte agricole, là, c'est l'orientation de l'État pour orienter et pour favoriser. Donc, ce n'est pas aussi évident. Si demain, avec ces changements climatiques, si on va chercher les opportunités pour les investisseurs, ce n'est pas automatique, c'est les orientations de l'État, ce n'est pas automatique la sécurité alimentaire. Donc, et là, il faut beaucoup de travail. Très bien. Silaïth ? Très rapidement, moi j'ai envie d'insister, si on dit sécurité, le premier niveau de sécurité, c'est ce qu'on mange, c'est la qualité de ce qu'on mange. Malheureusement, on voit que le nombre
des cas de cancer augmentent énormément en Tunisie en nombre, et ceci parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien maîtrisées, voire pas du tout. Je parle des pesticides qu'on mange tous les jours, je pense aux métaux lourds, je pense à beaucoup d'aliments qu'on consomme quotidiennement et parfois on ne pense jamais à ce que cet aliment-là, comme le pain par exemple, puisse avoir une teneur très élevée en pesticides. Je pense qu'il est très important qu'on change un peu nos pratiques, qu'on arrête d'utiliser des pesticides qui sont interdits depuis je ne sais pas combien de temps dans notre agriculture, qui arrivent en Tunisie, je ne sais pas comment, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et je suis aussi très pour un mouvement national pour une agriculture résiliente. Je ne parle pas du bio, je parle d'une agriculture résiliente qui tient compte de la terre. La terre, c'est quelque chose de vivant. Il faut absolument qu'on tienne compte justement de ce qu'il y a dedans, comme on tient compte de ce qu'on fait pousser au-dessous pour qu'on puisse manger. Et il y a beaucoup d'initiatives en Tunisie de gens formidables qui ont créé des groupes dans l'agriculture résiliente, dans l'agroforesterie, dans la permaculture. Ces gens-là, c'est des bénévoles. Il faut absolument les soutenir parce qu'ils n'ont aucune motivation financière et ils sont uniquement là pour que la Tunisie garde, pour qu'on puisse laisser quelque chose pour la génération future et laisser des gènes en bonne santé. Merci. Merci à vous, merci à tous nos panélistes.